Neuvième vidéo sur une série de 10 vidéos pour le chapitre 10. Nous allons cette fois-ci parler de l'historisation des données. Avant de parler de l'historisation à proprement parler, il y a un mécanisme qui est souvent décrit comme faisant partie de l'historisation, mais pas tout à fait. En fait, c'est le MVCC pour Multiversion Concurrency Control. C'est un mécanisme qui est propre à PostgreSQL. Donc l'idée c'est que pour résoudre la problématique des accès concurrents, donc au niveau des transactions, d'une même donnée, donc on avait vu dans les moteurs de stockage qu'InnoDB il verrouillait le tuple quand on voulait y accéder. Ainsi, il n'y avait jamais deux accès en simultané. PostgreSQL, lui, avec le MVCC, il verrouille rien. Ce qu'il fait, c'est qu'il va toujours conserver chaque version d'une valeur. Et donc, s'il y a un accès concurrent à une même donnée, il y a bien à un moment donné une qui va se passer physiquement sur le stockage avant l'autre, celle-là va venir se superposer à l'ancienne valeur, et celle qui arrive juste après va se superposer. Et donc, toutes ces modifications de valeurs sont conservées. Donc on a bien les anciennes valeurs qui ne seront pas écrasées. Elles sont juste marquées comme périmées. Donc c'est la dernière valeur en date qui sera la valeur qui s'affichera quand on fera un select from bidule. Voilà, donc normalement, de manière cachée, il y a un timestamp qui permet de faire ça. Voilà. Et ce mécanisme permet d'isoler les transactions. Maintenant, voilà, l'objectif de ça, c'était vraiment l'isolation des transactions. C'est pas de faire de l'historisation de données. Donc, l'historisation de données, c'est de pouvoir faire comme ceci, conserver l'état de toutes les valeurs au fil du temps, mais dans le but de pouvoir interroger la BD et dire par exemple, ben voilà, quel était mon relevé de stock en telle date. Et la BD, automatiquement, va pas forcément trouver des timestamps de cette date-là bien précise, mais trouvera les derniers timestamps en date correspondant à la date qu'on fournit. Ou bien, on veut savoir, tiens, quelle était l'évolution du prix des pizzas bolognaises entre mars et décembre. Bon, pouf, et alors, on a toute la plage d'évolution de valeur qui arrive. Donc on peut intégrer l'historisation dans le SQL. Ici, le Postgre, en tout cas à ma connaissance, en tout cas jusqu'en 2015, ne le permettait pas. Je dois avouer que là, je ne suis pas forcément à jour sur la dernière version, mais le MVCC, en tout cas de manière native, ne permettait pas de faire ça. Cependant, je suis convaincu qu'il existe des plugins, enfin des petites modifs dans la communauté open source qui permettaient de réutiliser MVCC pour faire de l'historisation de données. Maintenant, il faut savoir que conserver tout ça, les données, ça prend de l'espace, et que donc souvent la base de données grandit, surtout s'il y a beaucoup d'updates, et qu'il existe, qu'il doit régulièrement être réalisé des opérations de purge vis-à-vis de PostgreSQL pour effacer les anciennes données. Parce que contrairement à un mécanisme dédié à l'historisation, ici, les données sont stockées vraiment au même niveau dans la table, donc au même niveau que les données actuelles, tandis qu'il existe des systèmes plus évolués, comme dans SQL Server, où il y a moyen d'activer un système d'historisation qui va conserver toutes les valeurs et après une certaine date, automatiquement les passer, les séparer de la table de production, pour ne pas ralentir le système. Donc il y a tous les systèmes comme ça, plus poussés, qui sont disponibles dans les gros ténors, comme SQL Server, Oracle DB2. Voilà, l'open source est un petit peu moins bien loti, mais on va quand même regarder ce qu'il y a moyen de faire avec l'historisation. Donc le but de l'historisation, c'est clairement de garder la trace de l'évolution des valeurs des différentes tuples au fil du temps.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Déjà faire de l'analytique, ça, il y a moyen. Sinon, il s'est passé une tuile, comment ça se fait? Les données ont évolué de quelle manière? Comment en est-on arrivé là? Voilà, donc rechercher des causes d'incidents, ou par exemple rejouer des scénarios aussi, hein, un scénario d'évolution de données pour identifier aussi un bug, ou voir si le système se comporte bien sur un scénario qu'on aurait eu dans une BD quelque part. Donc il y a moyen de faire des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui fait partie, qui a été intégré à la norme SQL 2011. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose d'extrêmement vieux. C'est un principe. Alors 2011, ça fait 9 ans par rapport au moment où je vous parle. Maintenant, c'est pas parce que c'était dans la norme SQL 2011 que c'était implémenté dans les GBD en 2011. Ça a été implémenté après. Alors, il y a moyen de faire de l'historisation. Donc si votre système ne le permet pas, de faire des tables dédiées à ça, et de rajouter des triggers, des procédures stockées, enfin toutes des choses, de le faire manuellement. Mais bon, c'est un fameux boulot. Profiter, détourner le mécanisme MVCC de PostgreSQL, mais à la base, il n'est pas fait pour ça. Avant, quand il n'y avait pas ces mécanismes d'historisation, il y aurait eu moyen de faire de l'historisation en analysant les fichiers de log des transactions, mais bon, c'est un fichier de log, c'est un fichier plat, hein. C'est pas fait pour faire une BD en prod. Et à l'heure actuelle, ça c'est la solution, hein, il y a des GBDR où il y a moyen d'activer ça nativement. Donc, je vous ai dit précédemment les 3 ténors du marché. Sinon, sachez que c'est depuis quelques années, c'est aussi activable dans MariaDB et MySQL. Donc maintenant, on n'a pas toutes les fonctionnalités comme dans les autres, mais c'est déjà un début. Je vous ai fait un exemple avec InnoDB sous MySQL. Donc en activant ce qu'on appelle les systèmes versionnet tables. Voilà, donc ça c'est disponible depuis, je pense, les versions 8 de MySQL. Et je ne sais plus laquelle de MariaDB, c'est 10. Quelque chose, mais c'est disponible dans ces 2 versions-là. Alors, pour activer ça, donc ça doit se prévoir au moment de la création de la table, hein. Comme vous pouvez le voir, donc là on a créé table, on va faire une table capteur, on a ici la clé primaire qui est un ID qui est un entier, et un double qui sera une valeur, et l'idée c'est de mettre à jour en permanence la valeur d'un capteur. Donc la valeur stockée dans la table sera la valeur à l'instant T, et on va la mettre à jour tout le temps. Donc c'est le moteur InnoDB, c'est du transactionnel dans ce cas-ci, et on active l'historisation avec ces mots-clés-là, oui, système versionning. Alors imaginez que on va donc effectuer ces requêtes-là, on va insérer dans le capteur, pour le capteur 1 la valeur 2,5, pour le capteur 2 la valeur 7,5, puis, un petit peu après, on va mettre à jour la valeur du capteur 1, mettre 2.8 à la place de 2.5, et un petit peu après, on va de nouveau mettre à jour la valeur de ce capteur-là, et il va passer à 2.9. Si on fait un select star from capteur, on aura la dernière valeur en date, quoi. Donc le 2.9, qui vient de la dernière mise à jour, et le 7,5, lui, il n'a pas bougé. Par contre, si on rajoute select star from capteur et on rajoute ici le mot-clé for system time all et un petit fil pour ne prendre que le capteur 1, là on aura toute l'évolution des valeurs du capteur. Alors, voir l'évolution du capteur, c'est bien, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir ça au fil du temps, d'avoir une notion de date ou de durée. Pour ça, quand on active l'historisation, on a 2 nouvelles colonnes cachées qu'on ne doit pas gérer, elles sont automatiques. Et on peut y accéder en rajoutant, on peut voir les valeurs qu'il y a dedans, en rajoutant explicitement ici dans le select, en disant qu'on veut voir les valeurs de ces colonnes-là. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne le date time
à la microseconde près dans ce cas-ci. Les datetime, auquel moment cette valeur-là a été écrite, ça c'est le row start, et à quel moment, jusqu'à quel moment elle était valable. Donc vous avez une répétition ici, si vous regardez bien. Donc la première valeur a été écrite là en 2018, et sa date de validité s'est arrêtée là, ce qui correspond à la date de début de validité de la valeur suivante, qui se termine ici, et ça c'est la nouvelle date de validité. Voilà. Et ici vous avez, ça c'est magnifique, la validité qui par défaut est jusqu'en 2038. Rappelez-vous, 2038, restez chez vous, prenez pas l'avion, ça sera l'année des bugs informatiques. Voilà, et donc ces deux colonnes, c'est pas du légéré, c'est fait en toute transparence, et sur base de ça, on sait faire pas mal de petites choses sympas. Donc dans cet exemple-ci, faire un relevé de valeur de capteur en ayant juste deux colonnes dans la table, l'identifiant et la valeur. Alors on peut aussi, si on veut connaître la date, une valeur du capteur à une date bien définie, il suffit de rajouter la condition as of timestamp et de lui donner quand. Alors il est évident, on ne doit pas mettre une date qui se trouve dans les colonnes. Hein. Donc si vous regardez bien, ce datetime ne se trouve pas exactement dans les deux colonnes. Il va regarder dans quelle valeur correspond à cette date-là. Donc il va regarder dans les plages row start row end sur quel tuple on se trouve en tapant cette date-là, et il va bien nous trouver la valeur 2.8, car vous voyez que ici, sur la dernière, elle est valable à partir de 7h23 et 52 secondes. Donc c'est après ce qu'on recherche, et celle-ci était valable avant, donc on est bien sur cette ligne-ci. C'est bien 2,8. Donc, sans l'historisation, si on aurait voulu faire des tables exprès, on aurait dû faire des jointures, rendre la table actuelle la table d'historisation, faire des requêtes un peu particulières avec des traitements de date. Ici, c'est quelque chose de natif. C'est plutôt facile. Un autre exemple d'utilité, on veut connaître toutes les évolutions de valeur du capteur à partir d'une date. Donc, for system time, from le datetime to, on peut mettre now pour jusqu'à présent. Et on verra alors la chose suivante apparaître, et on verra toutes les valeurs à partir de cette date. Alors, ici, j'ai rajouté les colonnes row start row end, mais évidemment, on n'est pas obligé de les mettre. Voilà, donc ceci clôture déjà la partie sur l'historisation de données. Donc c'est quelque chose qui peut être pratique, mais il faut penser, idéalement y penser dès le début. Et il faut éviter de faire ça a posteriori.